Donc, qu'est-ce que c'est que OSCAR? C'est un réseau de sites densément instrumentés pour l'observation, la compréhension et la simulation intégrée de l'évolution de la zone critique et de ses compartiments dans l'Anthropocène. Et c'est ouvert à la communauté scientifique. Donc, c'est différents mots-clés, c'est les ressources en eau, en sol, les risques naturels, les avalanches, la contamination et les territoires. Et donc, ça couvre un ensemble de compartiments depuis le sommet de l'atmosphère, la surface continentale et puis le sous-sol jusqu'aux roches non altérées. Et donc on a des sites très instrumentés autour de l'hydrologie, les flux de surface, l'hydrogéologie, la géochimie. Donc c'est un réseau de 21 observatoires labellisés par les différents instituts, donc qui ont des historiques un peu différents. On a des observatoires de la cryosphère, plutôt hydrologie, hydrogéologie, des observatoires plutôt du spatial, et aussi un réseau opérationnel comme le réseau ADES de surveillance du BRGM, mais tous se rassemblent autour de la zone critique et l'établissement de bilans et de flux. Et donc on essaye d'avoir une approche systémique de cette zone critique. Et on a dans tous ces sites qui sont hautement instrumentés pour le long terme. Et puis donc cette question un peu fédératrice autour du monitoring, la description et la simulation de l'adaptation de la zone critique dans l'Anthropocène. Et donc les observatoires sont répartis donc, en France, mais aussi en fait de par le monde grâce à l'apport de sites pilotés par l'IRD en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Et donc en termes d'organisation, on a un work package autour de la gouvernance, mais aussi tout ce qui est animation et formation avec des écoles d'été. Un work package autour des données avec la construction d'un système d'information, TIA OSCAR. Un work package autour de l'interface données-modèles et comment valoriser les observations dans la modélisation, donc animé par Sandrine Anquetin et puis Jean Marcet qui commence cette animation. Et puis un work package sur l'instrumentation où on a aussi deux nouveaux animateurs, Damien Jeugnot et Eliott Chaton, que vous pourrez voir tout à l'heure. Donc à partir, qui essaye de valoriser un parc instrumental acquis dans le cadre de l'équipe Tritex et du parc instrumental qui sera mis en place dans le cadre du projet Terraforma, une nouvelle équipe qui vient d'être acceptée. Et puis donc on a un work package autour des thèmes transverses, donc qui essaye de fédérer en fait autour de différents observatoires ou de la pluridisciplinarité. Et puis un autre autour de l'international, donc à la fois avec le réseau des critical zones américains et internationales, mais aussi donc l'infrastructure européenne ELTER. Donc l'année 2021, en dépit de la pandémie, en fait, on est quand même très content d'avoir pu organiser deux événements un peu phares. La première école d'été qui a eu lieu à Céolane, près de Barcelonnette, donc avec une quarantaine d'élèves et puis une vingtaine d'intervenants, donc avec à la fois des TP, des cours théoriques et puis une balade dans le vallon du Lausanne qui a permis de faire de la lecture de paysages. Et donc pour les plus jeunes, pour les plus âgés, d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde, pardon. La deuxième école, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-avril si vous êtes intéressés. Et puis donc l'autre événement phare, c'est la première conférence organisée avec le réseau allemand Terreno, qui fédère aussi un certain nombre d'observatoires, donc qu'on a pu organiser en hybride, donc avec 200 personnes à Strasbourg et une centaine à distance. Et donc je crois que tout le monde était très content de se voir. Et puis il y a eu en amont une visite du bassin du Strengbach près de Strasbourg, et puis une visite aussi de l'exposition Critical Zone à Karlsruhe. Et puis le dernier point phare que je veux souligner, donc c'est
le nouveau projet d'Equipex Terraforma, qui vise à concevoir et tester l'observatoire de l'Anthropocène, donc qui est piloté par Laurent Longuevert à Géosciences Rennes et puis Arnaud Elger qui est à Toulouse. Et donc le projet a été construit pendant le confinement, accepté on va dire fin 2020, mais toute l'année 2021 c'était un peu la contractualisation avec l'ANR. Et donc le séminaire de lancement a eu lieu en janvier à distance. Et les gens du projet pourront se retrouver mi-mai. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important pour Oscar dans les années qui viennent. Donc, je passe la parole à Jérôme pour les faire. Merci. Alors, une chose importante dans laquelle Oscar s'est trouvé embarqué, ça n'a échappé évidemment à personne et ça va complètement modifier notre trajectoire d'évolution, c'est la construction. Je dis bien la construction, je ne dis pas l'intégration d'Oscar dans une infrastructure européenne, je dis la construction européenne des observatoires de la zone critique et des observatoires LTER du coup. Donc c'est le projet LTER, donc on pourrait tous faire un exercice de diction, on ne dit pas ILTER, on dit LTER. Ça veut dire que ce n'est pas une infrastructure numérique, c'est une vraie infrastructure avec des vrais sites. Et ces vrais sites, ce sont les sites européens de la zone critique, même si on est un des rares pays à les appeler comme ça, un peu en Allemagne, les sites LTER, Long Term Ecological Research, et les plateformes LTSER, Long Term Socio-Ecological Research. Donc c'est vraiment un grand challenge qu'on a devant nous, d'essayer de faire à l'échelle européenne un réseau, quelle que soit la forme qu'il prendra, qui met ensemble tous ces gens-là qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Voilà, ça c'est le challenge. Est-ce qu'on va y arriver? En fait, on ne sait pas. Et si on ne tente pas, on ne risque pas d'y arriver. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Et si on en a parlé, c'était sous des aspects trop technocratiques qui vous ont un peu rebuté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette infrastructure européenne? Je l'ai dit, et si vous regardez sur la page web, Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone and Socio-Ecological Research. Le mot Critical Zone, il est dans le titre. Donc, pour l'instant, c'est une Europe à 28 partenaires. Pardon, c'est un peu petit, c'est pas très important, mais c'est 28 partenaires. Donc, pour l'instant, quand on a des réunions en plénier, par exemple de l'Interim Council, qui est l'organe important parce que c'est l'organe qui vote, c'est 28 représentants qui sont les représentants des pays autour, avec des votes, etc. C'est comme ça que les décisions sont prises. J'ai le grand privilège de remplacer Philippe Scholler comme National Coordinator à partir de janvier dernier, et je découvre quelque chose qui est un peu formel, mais qui est absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas construire l'Europe comme on construit des infrastructures nationales en mettant des gens dans une petite salle ici à Bogoué dans l'Ardèche, même si c'est très sympa. Ça prend des aspects beaucoup plus formels, et du coup il y a un peu de technocratie, c'est vrai. On va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais il y en a. Donc LTER, c'était d'abord un projet H2020, pour ceux qui s'en souviennent, qui s'est transformé ensuite par l'admission de ce projet dans ce qu'on appelle la feuille de route des infrastructures européennes. Ça veut dire que pendant 10 ans, on est dans un long tunnel. Et on en sortira ou on n'en sortira pas. Si on en sort, c'est qu'on est devenu une infrastructure européenne, donc on a un statut officiel avec une entité légale derrière, d'accord? Parce que construire du plurinational, c'est pas évident, surtout en Europe. Si on y arrive, voilà ce qui va se passer. Si on n'y arrive pas, on partira à la maison et puis on essaiera de faire ce qu'on pourra. Et pour faire cette phase, qu'on appelle la phase préparatoire, donc c'est ce qui est censé durer maximum 10 ans, mais que le coordinateur Michael Myrtle, qui sera peut-être là avec nous demain et le reste de la semaine, essaie de rétrécir à 5 ans. Pour le faire, on a bénéficié de 2 projets dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent LTER PPP et LTER+. Le PPP, c'est plutôt la phase d'implémentation, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour y arriver. Le plus, c'est plutôt scientifique, avec des cas d'études. Il y a certains de nos bassins qui sont intégrés dans le plus et qui participent à des constructions, à de l'écriture de papier scientifique avec des partenaires européens. Un des problèmes, vous savez, je le dis souvent, c'est qu'on ne se connaît pas. En fait, on a déjà du mal à savoir à l'intérieur de la France quels sont les sites d'observation. Alors quand il s'agit de la Slovaquie ou qu'il s'agit de la Lituanie, alors on a encore plus perdu.
Alors on a parmi nous un garçon qui se présentera, David is here. David is from Glasgow University. It's not your introduction, I'm just telling the people that you hear. Il fait une thèse en géographie humaine sur les liens entre la zone critique et l'Angleterre au travers du programme CZO, Critical Zone Observatory, et la Chine. Et l'exemple européen l'intéresse parce que ce qui l'intéresse, c'est le lien entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Donc il sera là, il va vous interviewer certainement avec nous pendant ces quelques jours. Il se présentera un petit peu plus en détail plus tard. Mais ce qui intéresse David, c'est de regarder justement, et c'est un petit travail qu'on va lui confier, de regarder comment ça se passe à l'échelle européenne en fonction des différents pays, parce que déjà cet éclairage, on l'a pas. Voilà, alors il s'agit de construire un bien commun, d'accord ? Il s'agit de construire une infrastructure qui délivre des services. Je vais vous parler de cette notion de service, parce qu'en France, malheureusement, j'ai envie de dire, on n'est pas très habitué à ce que c'est qu'un service que délivre une infrastructure à une certaine communauté, qui ne sont pas que des scientifiques, et surtout pas les scientifiques qui sont en charge eux-mêmes des observatoires. C'est là un peu la transformation qu'on a opérée, elle est importante, à mon avis. Le but, c'est d'inventer un futur durable qui soit capable de peser sur les décisions politiques, et en particulier au niveau territorial. Ce n'est pas une sinécure. Si ça vous intéresse, il commence à y avoir un certain nombre de rapports qui sont publics. Exemple, le LTER-RI Strategic Plan, qu'on a été plusieurs à co-rédiger et qui est maintenant public et que vous pouvez lire. Donc l'idée, c'est que ici, c'est la situation ancienne où vous avez des observatoires zone critique, des observatoires LTER, des plateformes LTSER, une partie seulement de tous ces dispositifs des National Research Infrastructures fera partie de l'infrastructure européenne. On ne peut pas tout mettre. Et d'une certaine manière, il va falloir qu'on sélectionne, le mot n'est pas bon, qu'on privilégie un certain nombre de nos sites pour, entre guillemets, faire partie de la construction européenne. Ce qui ne veut pas dire que les autres sites n'existent plus, les autres sites bénéficieront de la construction européenne, mais il faut bien comprendre que pour des questions de coût, le gouvernement, la nation française ne peut pas se permettre de mettre dans la structuration européenne l'ensemble des dispositifs d'observation. Donc il y a un gros travail ici, bien sûr, d'architecture à faire de comment on transforme des dispositifs, 28 dispositifs nationaux, en quelque chose qui va être une construction pan-européenne. Voilà, ça, c'est le grand challenge. Et en termes de temporalité, ça va vite, en fait. Donc, nous sommes ici en 2020. 2025, c'est la fin de ces deux projets, plus ces PPP, qui sont les seules manières donc, de financer la phase préparatoire de construction d'infrastructures. Après, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort, the Valley of Death, avant que nous devenions, et pour l'instant on espère que ça sera en 2026-2027, une entité légale reconnue par la Commission européenne, qui du coup nous financera. Mais quand on aura terminé les deux projets PPP et plus, entre ce moment-là et le début de l'ERIC, il y a cette fameuse vallée de la mort, on ne sait pas trop comment, on va financer, non pas les sites, rassurez-vous, les sites continuent d'être financés par les dispositifs nationaux, mais comment on va financer l'animation et la construction de cette infrastructure. On espère évidemment, c'est ce que Michael essaie de faire, que le début de l'ERIC soit dans la phase de préparation, c'est-à-dire avant la fin des projets PPP et plus. Mais pour faire ça, il faut aller vite. Et donc, en fait, on est dans un timing qui est un timing pressé. Vous avez déjà, certains d'entre vous participent à ces réunions, vous avez vu que ça va vite. C'est pas moi qui ai pris la Tour Eiffel, c'est Myrtle, comme exemple de ce qu'on est en train de faire. Et donc, nous aimerions bien qu'en 2026, le gouvernement français, le ministère, signe la feuille expliquant que la France fait partie de cette ERIC. À ce jour, rien n'est gagné. À ce jour, il est absolument pas certain que le ministère, qui représente l'ensemble de nos tutelles, le CNRS, l'INRA, l'IRD, Météo France, etc., signe. Parce qu'évidemment, construire une européenne, une infrastructure européenne, ça a un coût. Ça va coûter de l'argent au ministère, et le ministère n'a de loin pas que l'infrastructure LTER à s'occuper. Certaines infrastructures nous ont devancés, sont bien en avance par rapport à nous. ICOS pour l'atmosphère, les gaz à effet de serre, Actrice pour les aérosols et les autres gaz non à effet de serre, EPOS pour les gens des sciences de la Terre, internes, etc., etc. ANAE, que certains d'entre vous connaissent. Donc on arrive un peu tard. Et donc les parts du gâteau ont déjà été attribuées. Il faut le savoir. Et ça ne nous a pas échappé, l'argent public ne va pas en augmentant. Alors LTER, c'est compliqué à monter parce que vous avez une série d'engrenages qu'il faut se faire coïncider. Au centre, bien sûr,
il y a les sites et les plateformes, c'est nous, j'ai envie de dire, hein, c'est vous, depuis votre site. Ces sites et ces plateformes répondent à une demande des communautés scientifiques. Elles doivent, in fine, délivrer des observations standards. On va parler de ces observations standards tout à l'heure. Ces observations standards doivent permettre de mettre en place quelque chose d'un peu pompeux, mais qui est quand même le fil directeur de tout ça, qui est ce qu'on appelle la Whole System Approach, c'est-à-dire essayer de développer autour de ces observatoires une approche scientifique beaucoup plus systémique que ce qui existe aujourd'hui. On le voit très bien dans le paysage français, chacun de nos sites a été développé par rapport à une question particulière. Nous n'avons pas de site, c'est la discussion du papier Oscar 2.0, dans lesquels les communautés se retrouvent pour adopter une démarche beaucoup plus holistique. D'accord ? Et donc l'idée, c'est cette Whole System Approach qui va relier, du point de vue historique et du point de vue de l'histoire des sciences naturelles, c'est quand même un tournant historique. C'est-à-dire qu'ensemble, des écologues vont travailler avec des spécialistes des sciences de la Terre, voire des socio-écologues. Donc c'est très très ambitieux. Elter, contrairement à Icos, contrairement à Actrice, etc., met la barre très haute, en fait. Hein. C'est une des sources d'excitation, personnellement, mais c'est aussi une source de grande complexité. Nous devons convaincre nos financeurs et la communauté européenne que ce que nous faisons est important. Voilà, donc au milieu, il y a les stakeholder groups. Donc les stakeholders, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que les scientifiques, c'est-à-dire que cette infrastructure de recherche internationale, européenne, elle va bénéficier à un certain nombre de stakeholders. Je vais vous en donner la liste tout à l'heure, elle est très impressionnante. Il y a au moins 7 groupes de stakeholders. Ça veut dire que ces données qui seront acquises dans ces observatoires ne profitent pas qu'à la communauté scientifique de ceux qui gèrent les observatoires, ni à la communauté scientifique un peu plus élargie des scientifiques qui s'intéressent au gros à la zone critique. Elle doit pouvoir bénéficier à d'autres catégories de stakeholders dont je vais vous parler. Au centre de la problématique, il y a la notion de service. Qu'est-ce que c'est que le service d'une infrastructure ? C'est, ok, vous faites partie d'une infrastructure, qu'est-ce qu'en échange d'infrastructure vous donne que vous n'aviez pas avant ? Ça, c'est la notion de service. En France, on parle de SNO, Service National d'Observation, mais ce n'est pas des services au sens européen du terme. D'accord ? Ça n'a absolument rien à voir. On n'a pas défini, en France, on n'a pas défini en particulier le coût que coûte, enfin la somme que coûte le fait de délivrer un service, par exemple à des industriels, par exemple à des preneurs de décision, etc. Donc ça fait beaucoup de choses et à peu près toutes ces roues ici correspondent à des work packages du projet PPP de la phase d'implémentation. Nous sommes en France très bien placés sur à peu près, sauf peut-être les services, mais nous sommes à peu près très bien placés sur l'ensemble de ces domaines. Hein. On réfléchit dans Oscar depuis longtemps maintenant à reconnecter les disciplines. On a une communauté scientifique importante à l'échelle des autres pays européens. On a une culture de l'observation long terme en commun. Et c'est innover et développer des instruments nouveaux. Exemple, le financement des projets Critex et les projets Terraforma. Donc la communauté française, elle est fine prête, à mon avis, à intégrer, à co-construire une infrastructure européenne. Et donc, voici, je vais vous parler un petit peu des services rapidement. Quels sont typiquement les services que l'on a le droit d'attendre d'une infrastructure européenne? Donc vous avez un schéma, comme il en est de nombreux dans Elter, qu'on peut résumer comme ça. Vous avez d'un côté les sites, d'accord? Elter, alors ici, oui, c'est les sites de zone critique pour ce qui nous concerne, LTER de manière générale en Europe. Vous avez ici, vous aurez une structuration avec un head office, c'est-à-dire le bureau central de l'infrastructure qui sera en Allemagne, qui sera à Leipzig, à l'UFZ. Pourquoi? Parce que ce sont les Allemands qui pilotent le projet européen. Ils ont déjà avancé les billes, ils mettent de l'argent très concrètement. Il y a un staff déjà à Leipzig qui s'occupe d'organiser l'infrastructure. Et ce que la Commission européenne financera, ça c'est très important, c'est le modèle économique de l'infrastructure. C'est ce qu'on appelle des topic centers. Donc il y aura probablement un topic center autour des données. Il y aura un topic center autour du data products, des produits que vous pouvez retirer des données. Il y aura un data center probablement sur le transnational access, la manière dont vous pourrez aller travailler sur d'autres sites, etc. Et donc tout ça va passer par un accès unique qui sera le portail, le service de portail de l'infrastructure auquel tout un chacun pourra aller. Et ici, voici quelques-uns des services qui pourront être délivrés par l'infrastructure. Donc vous voyez,
vous voulez écrire un projet ERC que vous voulez soumettre à l'Europe, vous voulez utiliser la facilité européenne ELTER, ben vous pouvez y aller. Ou un projet plus modeste, hein, à l'intérieur, vous voulez déposer un projet avec 2 co, mais vous voulez un gradient de site qui va de la Finlande jusqu'à Madrid, au sud de l'Espagne, ben vous pouvez utiliser la facilité ELTER, etc. On va payer pour ça. C'est-à-dire que la France va mettre de l'argent dans un pot commun et ces services seront redirigés vers la communauté scientifique en particulier. Alors, moi, je suis très impliqué comme task leader dans la construction de ce qu'on appelle le bouquet de services, le service portfolio. Je ne vais pas vous embêter trop avec ça, parce que je pense que c'était plus important de vous redonner un aspect très général de ce qu'est ELTER Europe. Pour construire les services, c'est quoi le service portfolio? C'est la liste des services qu'on a envie que l'infrastructure ELTER fournisse. Très concrètement, ça consiste à convaincre l'Interim Council, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui sont autour de la table, les 28, de leur dire, bon ben, si vous voulez que ELTER délivre ses services, il faut mettre tant de millions d'euros par an sur la table. C'est ça, hein, le juge de vérité. Il ne faut pas se mentir. On ne peut pas promettre qu'on va faire tous les services possibles et imaginables si les pays ne se mettent pas d'accord pour les financer. Et ils mettront de l'argent dans un pot commun qui sera redistribué sur les topic centers. C'est ça le modèle économique des infrastructures. Donc ça, c'est une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme monnaie, comme argent sonnant et trébuchant pour mon site? C'est très clair. Rien. Zéro. Nada. Par contre, ça offrira de l'argent pour financer des services dont les sites, tous les sites d'Oscar et des zones ateliers pourront bénéficier. Donc, pour construire les services, c'est un processus un peu compliqué. On a fait plusieurs meetings, dont le premier a été de recueillir l'ensemble de ce que la communauté aimerait voir comme services financés. Ensuite, parce qu'il y en avait énormément, on a essayé de les regrouper par ce qu'on a appelé des paquets, des bundles, pour reprendre la terminologie anglaise. Et ensuite, on est en train, une fois qu'on a identifié ces bundles, de définir comment concrètement on va les mettre en place, c'est-à-dire d'établir des workflows, pardon, c'est horrible, des workflows, mais c'est grâce à ces workflows que l'on peut mettre un prix, d'accord? Parce qu'in fine, ce qu'il faut vendre à l'Interim Council, c'est combien ça coûte. Et évidemment, si l'Interim Council trouve que c'est trop cher, l'Interim Council dira c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est très important. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses une fois que j'ai découvert ça, enfin compris ça. Ça, c'est l'ensemble des stakeholders, c'est-à-dire des porteurs d'enjeux de l'infrastructure européenne qu'on essaie de faire naître. Et regardez, en fait, les chercheurs, ils sont ici. Vous voyez rien, c'est pas grave. Researchers and Science Stakeholders, ok? Et alors, derrière, ça, c'est les catégories, il y en a 31, hein. Donc, par exemple, les Researchers University Students, les Research Performing Organization, les RPO. Les RPO, c'est le CNRS, c'est l'INRA, c'est l'INRAE, c'est l'IRD, etc. Ensuite, il y a Research and Research Infrastructure Funders, donc c'est les financeurs. D'accord? Donc, typiquement, ici, il y aura, je ne sais pas moi, le ministère, l'INSU. Là, les pairs dans les infrastructures de recherche et les réseaux voisins, donc typiquement ICOS. ICOS, ça fait partie de nos stakeholders, parce que ICOS, bon nombre de nos sites ont des stations ICOS, donc il y a forcément de l'interaction avec les autres infrastructures. Les stakeholders internes, bah, c'est des gens qui s'occupent des sites. D'accord? Donc ils ne sont même pas dans les scientifiques, c'est une catégorie à part, c'est ceux qui prennent en charge les sites ici. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la société civile, alors c'est vraiment un très très mauvais terme. Et avec les zones ateliers, on fait pression pour que cette boîte ici soit un petit peu modifiée. Donc, parce que dire que la société civile est un des porteurs d'enjeux de nos observatoires, c'est une manière assez mauvaise de décrire en fait à quoi ils servent. Ici, vous avez business and industry. Donc, si vous songez par exemple au développement de capteurs, c'est sûr que dans les porteurs d'enjeux de nos observatoires, il y a des industriels qui développent des capteurs. Et puis ici, vous avez government and policy makers. Il est très très évident que les observatoires auxquels
que l'infrastructure européenne veut mettre en réseau sont des observatoires qui sont ancrés régionalement et qui ont donc un lien très fort avec la décision politique, à la fois localement, mais aussi à l'échelle pan-européenne. Ça va être compliqué, mais une fois de plus, si on ne le fait pas, on ne risque pas un jour d'inventer ou de proposer des méthodes de gestion des territoires. Bon, je vais passer sur tout ça. C'était des exemples de services parmi les services qui étaient remontés de l'enquête que l'on avait menée. Donc, par exemple, ici, juste un. Vous êtes un chercheur, vous avez besoin d'un catalogue. C'est un des services que doit vous fournir l'infrastructure. Vous voulez accéder à l'information sur la configuration des sites et des instruments qui mesurent les variables tout partout en Europe. Vous voulez avoir un contact avec les équipes scientifiques. Voilà. Et donc, pour rendre ce service, il y a un workflow concrètement qui correspond à je vais l'identifier, je clique sur ça, etc. Et derrière, des gens à Leipzig éventuellement ou ailleurs, parce que les topic centers ne sont pas tous en Allemagne, il n'est pas impossible que la France héberge un des topic centers, il y a des gens concrètement qu'on doit payer qui font le travail pour vous. Donc c'est un truc très concret, ces histoires de services. Ça, c'est la liste des bundles de services aujourd'hui à laquelle on est arrivé. Donc bien sûr, il y a le premier des bundles, c'est le service central. C'est lui que vous appelez quand vous avez le moindre des problèmes. Allô, je voudrais une plaquette Elter Europe parce que je veux montrer à mes copains australiens. Ok, donc là vous appelez le head office. Site Information Cluster Service, je ne suis pas un pro de ça, mais en gros c'est extraire de l'information qui n'est pas l'information que vous mesurez sur les sites, n'importe lequel en Europe, en interrogeant des bases de données, par exemple Sentinel, par exemple des bases de données socio-économiques, etc. Ça c'est un service très important. Accéder aux data, aux données, bien sûr. Vous avez un site sur le karst en Slovénie, vous voulez accéder aux données qui sont mesurées dans ce site karstique de Slovénie, vous pouvez le faire directement. C'est un des services que l'infrastructure vous rend, mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez accéder à des produits, par exemple, vous voulez l'évolution du débit de la source machin en Pologne sur les 20 dernières années, ou l'humidité des sols sur tel territoire, etc. Vous y accédez, c'est un des services que l'infrastructure vous délivre. Site Registration Cataloging, ça c'est le fameux catalogue dont je parlais. TNA, il faut comprendre, c'est Transnational Access. Vous voulez aller travailler sur, vous êtes autrichien, vous voulez travailler sur le site du Lotaret. Voilà, c'est un programme de Transnational Access qui est prévu à l'intérieur de l'infrastructure. Il y a des gens qui sont payés pour faire marcher ce service-là. Ground truthing, ça va sans explication, c'est la vérité terrain. Une chose très importante, un service de training. Vous voulez vous entraîner à un logiciel qu'utilisent les Allemands pour faire leur truc sur l'humidité des sols, il y a des sessions. Éventuellement, il y aura des écoles d'été européennes, ELTER, comme la petite école d'été qu'on fait cet été à Barcelone, mais elle sera ailleurs, elle sera je ne sais pas où, dans les Balkans, et elle sera, bien entendu, beaucoup plus large, et une communauté qui sera une communauté européenne. Très important, des services sur lesquels lorgne la France, qui sont des services sur tout ce qui est l'innovation, Innovation Hub, en particulier le développement de nouveaux capteurs, la miniaturisation des capteurs, etc. Le bundle, le 10, le service, c'est la liaison avec le secteur commercial, c'est quelque chose qui est difficile, mais on a tous les jours dans notre recherche besoin d'avoir des liens avec les secteurs commerciaux. La science citoyenne, ici, donc un espèce de service qui permet de développer la science citoyenne à l'échelle européenne. Et puis, la multidisciplinarité et la transdisciplinarité sont des services qui sont difficiles pour l'instant à décrire parce qu'on est juste au début de la réflexion. Ground truthing, c'est la vérité terrain, donc c'est la comparaison des données satellitaires avec l'acquisition des données au sol. Voilà, donc je pensais que tu allais m'interroger sur la transdisciplinarité, mais j'allais te retourner la question. Voilà, tout est à faire ici. Le réseau des zones ateliers français est typiquement un réseau où se pratique la transdisciplinarité, c'est-à-dire la co-construction des questions scientifiques avec les porteurs d'enjeux, mais c'est très très loin d'être quelque chose de général à l'échelle européenne. Donc là, il y a du boulot. Là, je vous assure, je m'en occupe pas, mais heureusement.
Voilà, je passe sur tout ça. Voilà, donc on est en train de travailler ces services, ça va se faire dans les années qui viennent. Mais je voulais juste, je termine ma phrase, je voulais juste quand même appuyer cette idée de service, qui est quelque chose qui, dans les infrastructures nationales, n'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé. On n'a jamais réfléchi à des coûts induits pour qu'une infrastructure même nationale délivre des services à une communauté scientifique et au-delà. Donc c'est l'occasion de le faire. Donc je vais continuer sur un deuxième volet important de la construction d'ELTER qui s'appelle les observations, Standard Observation. Donc en gros, c'est un peu la définition de la liste de variables qui serait bien de pouvoir observer pour justement pouvoir mettre en place ce qui est appelé la Whole System Approach et qui est dérivé des systèmes d'intégrité des écosystèmes. Et donc dans ELTER, en fait, il y a six compartiments qui ont été définis, donc en particulier du bilan d'énergie, d'eau, de matière, la description, la biotique hétérogénéité, c'est pas très explicite, mais c'est là où on met par exemple les entrées météo, les aspects de biodiversité et socio-économie. Donc évidemment, comme on ne peut pas tout mesurer, il y a des choix à faire. Donc pour l'instant, il y a un premier article, enfin un premier document de travail qui a circulé où il y a 173 variables qui ont été catégorisées entre A et B. Donc vous voyez la répartition selon les différents blocs. Bon, a priori, voilà, une remarque, aucun site français ne mesure toutes ces variables. Bon, ils ont commencé à regarder en fait au niveau des différents sites, à essayer de faire ce genre de graphique pour un peu synthétiser qu'est-ce qui est mesuré dans chaque site. Donc les différentes couleurs correspondent aux 6 blocs que j'ai montré tout à l'heure. Donc en fait, ce sur quoi on va vous faire travailler un peu, c'est un petit peu aussi définir voilà, où est-ce qu'on en est au niveau français par rapport à ça. Et puis bon, au niveau de la réflexion dans ELTER sur ces variables, c'est quand même encore en cours, parce qu'on se rend bien compte que ça fait beaucoup de variables, ça coûte cher, etc. Donc les évolutions, c'est d'essayer peut-être de définir un peu 3 niveaux d'observation, celles qui sont vraiment indispensables, celles qui sont recommandées, puis celles qui sont peut-être plus optionnelles. Et en fonction des variables mesurées dans les sites, c'est ça qui permettra de catégoriser les sites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces catégories ? Jusqu'à présent, quand vous entendiez parler d'ELTER, on vous parlait de sites master, de sites régulars, de sites satellites et de plateformes LTSER. Donc en fait, la réflexion, elle est un peu en train d'évoluer parce que le constat, en fait, l'idée du site master, c'était le site où on mesure tout dans tous les compartiments. Le principe de réalité fait que on se rend compte que finalement, il risque de ne pas y en avoir beaucoup parce que c'est vraiment très cher et très compliqué. Donc la réflexion évolue pour en fait définir, je dirais, ce qu'ils appellent des sites de niveau 1, 2, 3. Déjà, ça enlève aussi un peu la connotation master un peu au-dessus des autres. Donc des niveaux 2, en fait, ce seraient des sites qui mesurent quand même un certain nombre de variables dans les différents compartiments. Et pour être niveau 3, il faudrait que dans les 2 compartiments, on mesure vraiment tout. Et puis les sites de niveau 1, c'est ce que nous on avait appelé un peu sites focaux, donc ils sont spécialisés plutôt sur un compartiment. Et pour le moment, l'idée, ce serait que les sites de niveau 2 ou 3 sont dans l'infrastructure européenne et les sites de niveau 1 restent dans les infrastructures nationales comme OSCAR. Et puis, bien sûr, il reste la notion de plateforme socio-écologique, où un des critères, en fait, c'est qu'une recherche socio-écologique doit y être développée, donc avec des liens avec les acteurs, etc. Donc c'est ce qui est plutôt fait dans les zones ateliers au niveau français. Alors, au niveau français, pour l'instant, la réflexion avait surtout porté, comme dans ELTER, donc on y est avec le réseau des zones ateliers, sur essayer de voir est-ce qu'on pouvait construire des plateformes socio-écologiques combinant des sites de l'IAROSCAR et RZEDA. Donc il y a plusieurs sites qui ont commencé à écrire des projets en Bretagne,
autour du Botaret et puis autour du bassin de l'Hérault, puis d'autres qui sont aussi un petit peu en réflexion. Mais donc cette démarche, elle était un petit peu bottom-up, et donc au niveau d'Oscar, on a quand même eu envie un petit peu de réfléchir à ça, en fait, un peu à qu'est-ce que c'est que nos sites zones critiques, comment on se positionne. Donc c'était l'objet du séminaire qu'on a organisé en visio en janvier dernier. Et donc l'idée c'était de faire un bilan de ce que l'IR Oscar avait plutôt permis de faire. Alors là, je crois qu'il apparaît après. On avait essayé de représenter en fait l'ensemble des observatoires d'Oscar dans ce qu'on a appelé un peu l'Oscar, qui nous avait un petit peu interrogé sur la construction de notre réseau. Et avec tout ce qu'on a dans la construction européenne, on voulait un petit peu réinterroger la structuration actuelle de notre réseau de sites, et puis voir comment on pouvait préparer au mieux nos sites français pour aller vers l'Europe. Et le constat, c'est qu'on avait plutôt des observatoires dans la zone critique, mais pas d'observatoires de la zone critique au sens, par exemple, des Américains. Donc l'objectif du séminaire, c'était de voir est-ce qu'on peut faire émerger de tels sites où on aurait une approche un peu zone critique qui aborde un peu les différents compartiments systémiques et pluridisciplinaires, et dimensionner les moyens nécessaires et revenir vers les tutelles avec des propositions. Donc voilà, ça c'est une visualisation de l'Oscar. On a ramené des posters. Donc malheureusement, la salle des posters, elle est dans le bâtiment d'accueil. Il faudra qu'on voit comment on peut vous donner accès. Vous pourrez le regarder si vous le souhaitez. Donc on a fait, c'était 2 demi-journées en visio avec un document préparatoire en amont. On avait une 60aine de participants qui ont travaillé sur des formats d'ateliers avec des outils murales. Donc ça a permis de rédiger une première synthèse qui a été ensuite commentée par les participants. Ensuite, avec Jérôme, on a fait une version 4 qu'on a envoyée pour relecture à des groupes d'experts type modélisation, géochimie, etc. Et qui est donc en cours de relecture par ces groupes. Et ensuite, on essaiera de transmettre ce document aux tutelles et aux IR voisines. Donc les questions, c'était un peu qu'est-ce qui pourrait rendre possible cette approche zone critique. Est-ce qu'il y a des milieux qui seraient nécessaires et qu'on n'observe pas encore dans Oscar? Voilà, alors là, comme on n'avait pas les nouvelles nomenclatures européennes, on a essayé de définir pour nous qu'est-ce que ce serait un site master, un site focal ou une plateforme LTSER. Et puis, pour un site master, qu'est-ce qu'il faudrait comme infrastructure, instruments, ressources humaines? Quels étaient, peut-être commencer à réfléchir aux sites sur lesquels on pourrait déployer cette approche, et puis quelles étaient les ressources humaines nécessaires, et quelle carrière aussi on pouvait proposer autour de l'infrastructure aux jeunes scientifiques. Donc ça a débouché sur un certain nombre de propositions. Je ne vais peut-être pas les détailler ici, donc avec un premier objectif qui serait de catégoriser les sites qui sont déjà instrumentés dans Oscar, essayer d'identifier des sites qui pourraient devenir master. On a identifié un manque de mobilisation de l'écologie dans Oscar, donc il faut essayer de mobiliser ces compétences. Voilà, enrichir en écologie, et puis aussi peut-être profiter de l'opportunité des projets PEPR pour avoir plus de pluridisciplinarité sur les sites qui seraient potentiellement master. Voilà, essayer d'avoir un petit peu une sollicitation des collègues pour aller vers attirer des gens qui ne sont pas des disciplines qui ne sont pas présentes sur les sites, sur de nouveaux sites, pour élargir, on va dire, la gamme de compétences. Aussi peut-être réfléchir à la colocalisation avec d'autres infrastructures, parce que on n'est pas très très bon là-dessus, on va dire. Et puis peut-être des milieux manquants autour des milieux anthropisés, les lacs, les plaines alluviales. Donc le partenariat avec Rennes Ecofort, ça c'est plutôt sur les milieux forestiers où on a
déjà des réseaux qui ont des observations qui pourraient être intéressantes pour nous. Peut-être aussi enrichir nos observatoires en travaillant avec les réseaux opérationnels, et aussi faire reconnaître le potentiel des territoires extra-européens qui, pour l'instant, ELTER est quand même très focalisé sur l'Europe. Et nous, on a aussi tous des sites qui sont hors Europe, qui sont quand même très, avec un fort potentiel. Et puis, une proposition autour des ressources humaines pour essayer peut-être d'avoir des métiers plus attractifs et mieux valorisés sur les observatoires. Et donc voilà, ça nous donne une architecture qui pourrait ressembler un petit peu à ça, des sites focaux qui sont un peu plus disciplinaires, avec peut-être des sites masters qui soient simples, ou bien des regroupements de différents sites focaux, et puis des plateformes socio-écologiques. Et bon, ça, c'est encore à travailler. Et donc, l'étape suivante que l'on veut aborder maintenant, en particulier jeudi matin, c'est d'avancer sur cette catégorisation des sites de l'IR Oscar. Donc, essayer de définir un petit peu les variables qui seraient importantes de mesurer dans les différents compartiments selon la catégorie des sites pour pouvoir être force de proposition dans ELTER et préparer l'intégration de notre communauté. Les étapes préliminaires, c'est qu'il faut quand même déjà savoir que l'on mesure. Donc recenser les variables mesurées dans les différents sites à partir des dossiers des observatoires, le thésaurus qu'on a mis en place dans l'atelier Oscar, et puis la discussion avec les porteurs d'observatoires, discuter des compartiments pertinents pour étudier la zone critique et hiérarchiser ces variables en celles qui sont vraiment indispensables, recommandées ou expertes. Donc ça, c'est l'objectif de l'atelier proposé jeudi matin. Donc les variables, alors, évidemment vous ne voyez rien, mais c'est pareil, imprimer des grands posters, c'est un peu toutes les listes de variables qu'on observe dans Oscar et puis qui ont complété aussi avec des variables ELTER dans les différents compartiments. Donc pour Oscar, atmosphère, biosphère, longue surface, sol, cryosphère, haute surface, ground water, et puis les compartiments ELTER que j'ai listés tout à l'heure. Et ça, c'est un gros fichier Excel commencer à constituer avec toutes les variables qui sont possiblement mesurées dans Oscar, et puis pour chaque site, qu'est-ce qui est vraiment mesuré, à quelle fréquence et depuis quand. Donc c'est un tableau qui est en cours de consolidation avec les différents observatoires. Et puis l'idée, c'est vraiment de mettre dans ce tableau que des variables que vous êtes capable de fournir si on vous les demande. C'est parce que ça ne suffit pas de dire « Ah oui, il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose il y a 10 ans, mais si ces données ne sont pas accessibles, en fait, ça ne sert à rien de les mettre. » Et puis, bon, j'avais fait un travail aussi de faire l'équivalence entre les variables mesurées dans Oscar et celles dans ELTER et dans le réseau des CZO. Donc, ça permet de faire un peu des premiers graphiques de synthèse qui ressemblent à ça. Donc ici, le premier graphique en haut, c'est les différentes catégories Oscar, atmosphère, biosphère. Et l'ordonnée, c'est le pourcentage de variables mesurées dans chacune des catégories. Donc ça veut dire, par exemple, ici, si vous avez 40%, ça veut dire que cet observatoire mesure 40% de toutes les variables listées dans la catégorie atmosphère. Donc là, je dirais, la valeur absolue, elle n'a pas forcément un grand intérêt. Ce qui est intéressant, par exemple, pour le Stringbar, c'est de voir qu'ici, il mesure quand même déjà un petit peu dans toutes les catégories. Donc, ça a un certain potentiel pour la zone critique. Et là, c'est un peu la même chose au milieu, avec les catégories ELTER. Et puis, ça, c'était les catégories Critical Zone Observatories. Donc ça, c'est tout ce qui est mesuré. Et là, il y a une version où on distingue ce qui est assuré, c'est ce qui n'est pas labellisé au sens des observatoires services nationaux de l'INSU. Et puis en couleur plein, c'est ce qui est labellisé. Et donc, c'est juste des illustrations, mais ça donne des profils. Par exemple, ici sur l'Amazone, on voit bien que c'est vraiment centré sur les eaux de surface. À Makach, au Bénin, c'est pas mal sur les bilans d'énergie
et les flux de surface, et l'hydrologie aussi. Bon, ça, c'est le bassin d'Oradé, non, la tour à flux, pardon, d'Oradé, donc là encore centré sur les bilans d'énergie. Et ici, le petit bassin versant qui est centré sur les sols, les eaux de surface. Et on se dit, comme ils sont côte à côte, si on les met ensemble, et bien là, on a un potentiel, un site potentiellement qui va mesurer pas mal de choses intéressantes pour une approche géocritique. Et puis, bon, aussi, c'est un site hydrogéologique. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer un petit peu sur ces catégories de variables. Et puis, on travaillera là-dessus avec vous.